Marantz, l'une des marques les plus iconiques du monde de l'hi-fi. Depuis plus de 70 ans, ses amplificateurs et autres produits audio ont pavé la voie de l'excellence dans le domaine. Mais qui aurait pu se douter que cette entreprise, dont les produits étaient littéralement fabriqués sur une table de cuisine à New York, se verrait un jour même être sélectionnée et utilisée par la NASA. Mais l'histoire de Marantz et l'homme derrière la marque sont encore plus fascinants. Dans cette vidéo, nous allons nous plonger dans les débuts modestes de Saul Marantz, explorer les défis auxquels l'entreprise a dû faire face et découvrir comment elle a réussi à devenir un géant de l'audio. Vous connaissez la marque, mais connaissez-vous l'homme derrière Marantz et l'histoire fascinante de son entreprise? Car ne vous y trompez pas, cette marque, aujourd'hui connue et reconnue dans le domaine du son, a bien failli disparaître à plus d'une reprise. Vous connaissez la marque, découvrez l'homme qui l'a créée et l'histoire fascinante de son entreprise. Nous sommes en 1953. Aux États-Unis, l'économie est en plein essor. La Seconde Guerre mondiale est un lointain souvenir et le pays est à l'aube d'une nouvelle ère d'innovation et de prospérité. La télévision couleur fait son apparition dans les foyers et des films emblématiques comme La Tunique introduisent le format cinémascope au grand public. La culture populaire est en pleine effervescence avec Marilyn Monroe qui connaît son premier succès dans Les hommes préfèrent les blondes. L'optimisme est omniprésent et les Américains cherchent constamment à moderniser leur quotidien, que ce soit avec des appareils électroménagers ou des équipements électroniques. C'est une période où chaque jour apporte son lot d'innovation technologique. C'est dans ce contexte de progrès et de modernisation qu'un homme allait révolutionner l'industrie de l'audio depuis le sous-sol de sa maison dans le Queens, à New York. Saul Marantz naît en 1911 à New York. Dès son plus jeune âge, il se passionne pour la musique et la technologie. Issu d'une famille juive immigrée de Pologne, Saul est rapidement amené à travailler et n'a donc de fait aucune formation formelle en électronique. C'est sa curiosité qui le poussera à apprendre plus tard en autodidacte. Son métier d'illustrateur technique lui apportera la précision et le souci du détail qu'il insufflera quelques années plus tard dans ses créations. Après avoir servi dans le Pacifique durant la Seconde Guerre mondiale, il revient avec le désir profond de créer quelque chose de durable. Il veut améliorer la qualité sonore des équipements audio disponibles, car à l'époque, les enregistrements 78 tours, bien que populaires, ne sont pas rendus avec la fidélité qu'ils méritent. Ces disques, qui sont les prédécesseurs des vinyles modernes, contiennent une quantité importante de détails sonores que les équipements audio de l'époque ne parviennent pas à restituer correctement. Saul Marantz commence alors à expérimenter avec des amplificateurs audio dans le sous-sol de sa maison. Il commence alors à travailler sur un préamplificateur. Ce produit, c'est l'Audio Consulate. Et à cette époque, l'entreprise n'est même pas encore créée. Saul Marantz a juste fabriqué une centaine de pièces sur la table de sa cuisine. L'Audio Consulate se distingue par plusieurs innovations. Elle permet notamment de régler l'égalisation du signal audio pour compenser les limitations des enregistrements 78 tours. Marantz utilise aussi des composants de qualité. La construction soignée minimise le bruit et les distorsions. Bref, l'expérience d'écoute est exceptionnelle. La sortie de l'Audio Consulate en 1952 marque un tournant dans l'industrie de l'audio. Les audiophiles et les critiques saluent immédiatement l'amélioration de la qualité sonore qu'elle offre. Encouragé par le succès de ses premiers produits, Saul Marantz fonde alors enfin son entreprise en 1953. Son objectif est clair, produire des équipements audio de haute fidélité qui surpassent tout ce qui existe sur le marché. Avec le lancement de son premier préamplificateur, sobrement appelé Model 1, Model 1, Saul Marantz offre une version perfectionnée de l'Audio Consulate. Le Model 1 est techniquement brillant, mais il reste un produit qu'on n'est pas vraiment fier de mettre en valeur dans une installation audio. Après avoir sorti 7 produits, tous aussi soignés et performants, c'est en 1960 que Marantz va établir le design caractéristique de la marque. Car là où Saul Marantz a été plus qu'un simple ingénieur, mais a été réellement visionnaire, c'est qu'il a compris que l'adhésion du public ne passerait pas uniquement par un produit techniquement brillant, mais aussi par un design soigné que l'on prend plaisir à exposer chez soi. C'est ainsi qu'il lance le Model 9. Le Model 9, ce n'est pas simplement un amplificateur de puissance. À l'époque, ce produit représente l'apogée de l'ingénierie audio. Cet amplificateur à tube est conçu pour offrir une précision sonore inégalée et une puissance de sortie stable répondant aux attentes des audiophiles les plus exigeants. L'une des caractéristiques les plus distinctives du Model 9 est son hublot avant, une innovation introduite par Saul Marantz lui-même. Ce hublot permet de voir le viewmètre intégré, offrant aux utilisateurs une vue directe sur les performances de leur amplificateur. Ce Model 9 produit 70 watts de puissance par canal. À cette époque, ce niveau de puissance est absolument remarquable. Sa conception permet une distorsion minimale, même à de forts niveaux d'écoute. La clarté sonore est tout simplement exceptionnelle.
Voilà ce qu'en dit un journaliste qui découvre le produit lors du salon de l'AFI de New York en 1962. Marantz avait la chance de disposer d'une très grande salle et en profiter pour produire ce qui était probablement la démonstration la plus impressionnante. Une radiodiffusion stéréo FM en direct d'un concert de musique de chambre provenant de WQXR, je crois, était si incroyablement réaliste que cela en devenait presque déconcertant. C'est ainsi que la NASA, qui construit des stations de suivi dans des endroits reculés, prend contact avec Marantz. Les réseaux électriques dans ces zones étaient souvent instables. Pour y remédier, la NASA a cherché un amplificateur de puissance stable et a choisi le modèle 9 de Marantz. C'est ainsi qu'une version modifiée du modèle 9 a fourni la stabilité nécessaire pour suivre les engins spatiaux en orbite. Grâce à sa fiabilité, ces stations ont pu fonctionner avec une précision inégalée, garantissant le succès des missions Apollo. Bref, le modèle 9 est une pièce maîtresse de l'ingénierie audio qui, même encore aujourd'hui, continue d'inspirer les concepteurs de systèmes IFI. Son design emblématique avec le hublot et le viewmaître est devenu la marque de fabrique distinctive de l'entreprise. Même des décennies après son lancement, le modèle 9 reste une référence pour ceux qui cherchent l'excellence en matière de son. Mais ces réussites techniques et commerciales n'ont pas pour autant empêché la chute de l'entreprise seulement 3 ans après. Au début des années 1960, Marantz brille par ses innovations et la qualité de ses produits. Mais ces merveilles technologiques ont un coût élevé. Le modèle 10B par exemple, un tuner FM qui est certes techniquement révolutionnaire, mais est terriblement coûteux à produire. Les marges sont toujours plus faibles alors que les investissements en recherche et développement pèsent eux toujours plus sur le bilan de l'entreprise. Les produits Marantz sont acclamés pour leur qualité sonore et leur ingénierie, mais les revenus ne suffisent pas à compenser les coûts énormes. Et pendant ce temps, la concurrence se renforce. Des constructeurs comme Macintosh, une autre entreprise légendaire dont on parlera dans une prochaine vidéo, rivalisent avec des produits puissants et fiables. Marantz lutte pour maintenir sa rentabilité, mais rien n'y fait. En 1964, face à des difficultés financières croissantes et à la menace de la faillite, Saul Marantz prend la décision cruciale de vendre l'entreprise. Cette vente sauve Marantz de la faillite, mais marque la fin d'une époque. Le repreneur s'appelle Superscope. L'entreprise apportera les capitaux nécessaires et entreprendra des mesures pour réduire les coûts de production. À l'époque, la Californie est un Eldorado, pas uniquement pour les productions de films, mais aussi pour des entreprises en tout genre. La main-d'œuvre plus abordable là-bas pousse l'entreprise à localiser sa production. Mais ce n'est pas tout. Quelques années après, en 1966, ce sera Standard Radio au Japon qui prendra en charge la production de l'entreprise américaine. Standard Radio Japan qui deviendra à la suite du rachat par Superscope Marantz Japan. Ce sera peu à peu au pays du soleil levant que les produits y seront développés et fabriqués. Une dizaine d'années plus tard, l'entreprise accueillera le célèbre Soundmaster Ken Ishiwata qui marquera profondément Marantz et sa signature sonore. Le Soundmaster, ou maître du son, est celui qui supervise la qualité sonore des produits audio de l'entreprise. Il gère la conception sonore, l'ingénierie audio et l'assurance qualité pour garantir que les produits offrent une performance audio optimale. Même si certains fans de la marque regrettent la perte de l'âme originelle de l'entreprise, c'est grâce à ces différentes stratégies que Marantz parvient à survivre et à continuer d'innover. Car bien que la vente à Superscope marque la fin de l'ère Saul Marantz, elle ouvre aussi une nouvelle phase de stabilité financière et d'innovation continue. C'est un moment crucial qui permet à Marantz de se redéfinir et de se préparer pour les décennies à venir. Les années Superscope verront le lancement de produits marquants. En 1967 sort le modèle 18 doté d'un oscilloscope intégré. Il permet aux utilisateurs de visionner les signaux audio en temps réel. Le modèle 18 est acclamé par sa qualité sonore exceptionnelle et son design innovant. Le modèle 20, lancé en 1969, perfectionne encore un peu plus l'art du tuner FM stéréo. Il offre une précision incroyable dans la réception des signaux, consolidant toujours plus la réputation de Marantz en matière de tuner premium. Puis arrivent les années 70 qui voient l'ascension de la série 22. Ces récepteurs sont célèbres pour leur sonorité riche et chaude, leur design robuste et leur fiabilité. Ils deviennent rapidement des incontournables pour les audiophiles. Mais voilà, tout comme son prédécesseur, Superscope n'arrive pas à faire face à des difficultés financières toujours plus fortes. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, c'est alors qu'une entreprise se révèle être très intéressée par le rachat de Marantz. C'est ainsi que Philips, désireuse d'étendre son catalogue de produits dans le domaine du son et de l'image, fait l'acquisition de la marque Marantz. S'engage alors une période plus sombre pour les puristes de l'hi-fi. Philips veut renforcer sa présence sur le marché de l'audio
haut de gamme. En contrepartie, Marantz va bénéficier de l'accès aux énormes ressources en R&D de sa société mère. Cela conduira à plusieurs avancées notables dans la technologie audio, notamment l'intégration de la technologie numérique qui est en plein essor à cette période, puisque Philips était un pionnier dans le développement du compact disque, le CD. L'acquisition de Marantz a permis à cette dernière de jouer un rôle clé dans l'adoption de ce format audio. D'abord, dès 1982, quelques mois après le lancement des CD, avec l'un des premiers lecteurs CD du marché, le CD63. Pendant la période Philips, Ken Ishiwata, l'ingénieur en chef chez Marantz, va aider à intégrer les technologies numériques avancées de Philips dans les produits Marantz, ce qui permettra ensuite de lancer des lecteurs CD révolutionnaires comme le CD63 MK2, KI Signature en 1996. Vous l'avez compris, KI étant les initiales de Ken Ishiwata. Malgré les défis rencontrés pendant cette période, notamment avec l'utilisation des composants imposés par Philips, Ishiwata a réussi à maintenir et même à améliorer la réputation de Marantz dans le domaine de l'audio haute fidélité. Puis en 1997 sera lancé le premier amplificateur home cinéma de la marque, le SR880. Mais tout comme les groupes de rock qui perdent leur fanbase en devenant plus mainstream, il en est de même dans le domaine de la hi-fi. Les puristes de l'audio estiment que la période Philips a entraîné la dilution de l'identité de Marantz. Pour eux, Philips a poussé Marantz à s'éloigner de ses racines audiophiles en mettant davantage l'accent sur des produits de masse plutôt que sur des équipements haut de gamme de niche. Malgré ça, Marantz a continué à produire des équipements audio de haute qualité, combinant l'expertise technologique de Philips avec son propre héritage en matière de sonorité. Puis à l'aube de l'an 2000, Philips va se séparer de Marantz. Mais cette fois-ci, ce ne sera pas pour régler une situation financière délicate, ce sera même tout l'inverse. 2002 verra la création de ce que va devenir le géant de l'audio vidéo que nous connaissons aujourd'hui. À l'époque, Denon et Marantz fusionnent afin d'unir leurs forces et dominer leur marché. Les deux concurrents partagent alors ainsi des plateformes de développement communes. En résulte la capacité de bénéficier d'économies d'échelle. Cette fusion entre les deux entités n'entrave néanmoins pas le respect de leur identité respective. Les deux entités partagent donc des ateliers de conception et de fabrication des produits les plus premium des deux marques, partageant ainsi des bases communes, mais des conceptions et des sonorités propres grâce notamment à deux soundmasters différents. Denon et Marantz ont réussi à prospérer en indépendance. Durant les années 2000, suite à des développements instigés du temps de Philips, Marantz s'essaiera à d'autres produits où on ne l'attendait pas. Notamment une série de télécelles CD qui n'ont pas réellement marqué les esprits, mais aussi avec des vidéoprojecteurs home cinéma premium. Ces appareils seront plébiscités aussi bien par la presse que les utilisateurs, seulement leur qualité était à la hauteur de leur prix. C'est ainsi qu'après avoir sorti un premier vidéoprojecteur en 2000, puis des modèles plus haut de gamme en 2006 et en 2007, Marantz a décidé d'arrêter cette branche en vue de la concurrence de la part des acteurs historiques que nous connaissons encore aujourd'hui. À partir de cette période, Marantz a su garder et développer l'attrait de la part du grand public qui s'intéresse au son et à l'image. Cependant, la démocratisation de la marque a rebuté plus d'un audiophile élitiste, trouvant que les produits avaient perdu leur identité haut de gamme. Pourtant, le savoir-faire de Marantz n'a jamais quitté le lieu de développement de la région de Fukushima. Depuis 2020, la marque a entrepris une remise en place de ses gammes de produits avec des noms et des designs revenant aux sources lors de la création de la marque au hublot par Saul Marantz lui-même. Les produits reprennent les noms iconiques de ceux sortis il y a maintenant plus de 70 ans. Les courbes des amplificateurs reflètent la chaleur du son Marantz et arborent fièrement le hublot iconique de la marque. Avec plus de 250 millions de dollars de chiffre d'affaires, Marantz est au sommet de sa forme et est aujourd'hui à nouveau pleinement concentré sur le cœur de son business, un son de haute qualité accessible à travers une gamme étendue de solutions, aussi bien pour le novice que pour l'audiophile, sans concession. L'histoire de Saul Marantz et son entreprise nous prouve que la passion et l'innovation peuvent transformer une simple idée en une marque durable. De ses débuts modestes à New York jusqu'à son expansion internationale, Marantz a traversé des périodes de succès, mais aussi de défis, avec toujours le maintien de son engagement envers l'excellence. Des produits emblématiques comme le modèle 9 et les lecteurs CD KI Signature ou les derniers AV10 et AMP10 en sont la preuve dans le domaine du home cinéma. D'ailleurs, si vous n'avez jamais vu l'AV10 et l'AMP10 en action, regardez cette vidéo de la salle dédiée que l'on a créée chez Thierry dans le sud de la France. En attendant, likez cette vidéo si vous avez appris des choses et dites-moi ce que cette histoire vous évoque dans les commentaires. Pensez à vous abonner pour qu'on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et à très vite. Bye!